Graines d'histoire. Bonjour, le cours d'aujourd'hui porte sur le thème 1 du programme d'histoire portant sur les empreintes de l'Antiquité grecque dans le bassin méditerranéen. La civilisation grecque antique a laissé de nombreuses traces de son influence dans notre société actuelle, des traces archéologiques, mais aussi des influences politiques et culturelles. La civilisation grecque s'affirme entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le monde grec est constitué d'une multitude de cités-États, constituées d'un territoire réduit, souvent doté d'un port. Chacune possède sa propre organisation et ses propres lois. Chaque cité grecque se divise en deux parties. Il y a tout d'abord l'agora, qui est le cœur urbain, et l'asti, qui est le territoire rural où se pratique l'agriculture. De nombreuses cités grecques sont également composées d'un port, ce qui permet la pratique du commerce. Le territoire est fortifié, car les relations entre ces États indépendants sont marquées par des rivalités politiques, économiques et territoriales. Entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs fondent des colonies autour de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Adriatique. Ils y diffusent alors leur culture et leur système politique. La plupart des cités grecques sont soit des tyrannies, c'est-à-dire qu'un homme exerce le pouvoir, qu'il a souvent acquis par la force, ou encore des oligarchies, c'est-à-dire qu'un petit groupe de personnes exerce le pouvoir. Seule Athènes est une démocratie. Le territoire athénien est beaucoup plus vaste que celui des autres cités grecques. Son territoire est organisé autour de la ville d'Athènes et de la colline de l'Acropole, où se trouvent les temples les plus importants comme le Parthénon, pour la plupart dédiés à la déesse protectrice de la cité, Athéna. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes exerce un rayonnement inégalé grâce à la formation de la thalassocratie. En effet, Athènes forme une alliance militaire avec les cités grecques contre l'Empire perse qui souhaite prendre le contrôle de l'Asie mineure. L'affrontement se déroule durant plusieurs guerres médiques. Athènes affirme alors sa prééminence. Tout d'abord grâce à la bataille de Marathon, remportée en 490 avant Jésus-Christ, et grâce à la bataille de Salamine en 480 avant Jésus-Christ, bataille au cours de laquelle les trières athéniennes jouent un rôle fondamental. À l'issue de la victoire, une alliance militaire est formée en 478 avant Jésus-Christ entre Athènes et de nombreuses cités grecques qui redoutent les Perses. C'est la Ligue de Délos. Pour financer cette alliance, chaque cité donne un tribut, c'est-à-dire un impôt, pour financer la construction et l'entretien de la flotte. Athènes, quant à elle, fournit les soldats, c'est-à-dire les rameurs, et dirige les expéditions militaires. Ce tribut, le trésor, est d'abord rassemblé sur l'île de Délos, qui est un sanctuaire sacré, mais en 454 avant Jésus-Christ, Périclès décide de transférer ce trésor à Athènes et utilise ce trésor au bénéfice exclusif d'Athènes, qui devient alors le centre commercial et militaire de cette thalassocratie. La puissance et la richesse d'Athènes permettent une transformation importante de la démocratie sous l'influence de Périclès. La puissance athénienne devient rapidement une domination du fait du poids du tribut à payer par les cités alliées et de l'obligation qui leur est faite d'utiliser la monnaie athénienne. Surtout, les cléroukies concentrent les critiques. En effet, des garnisons de soldats athéniens s'installent dans des cités alliées, tandis que des citoyens athéniens pauvres obtiennent des terres dans les cités alliées tout en restant citoyens athéniens. Ainsi, Athènes est devenue une puissance politique et économique, mais de nombreuses cités alliées critiquent cette domination. Ainsi, de nombreuses cités se soulèvent et s'associent à Sparte, cité rivale d'Athènes. Entre 431 et 404 avant Jésus-Christ, la guerre du Péloponnèse aboutit à la défaite d'Athènes et à la fin de la Ligue de Délos. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les cités grecques sont traversées par de nombreuses tensions, si bien qu'aucune d'elles ne parvient à imposer son hégémonie, tandis que le royaume de Macédoine se renforce, d'abord sous l'influence de Philippe de Macédoine, puis de son fils, Alexandre le Grand. À l'issue de plusieurs affrontements, Athènes est défaite et la démocratie disparaît définitivement en 323 avant Jésus-Christ.
Athènes est divisée en deux catégories d'habitants, les citoyens d'un côté, les non-citoyens de l'autre, c'est-à-dire les métèques, les esclaves, les femmes et les enfants de citoyens. Sur les 340 000 habitants de l'Attique, seuls 40 000 sont citoyens. La citoyenneté est réservée aux hommes libres de plus de 18 ans, de parents athéniens, ayant accompli le service militaire, c'est-à-dire les phébis. La citoyenneté athénienne confère des droits et des devoirs. Seuls les citoyens peuvent participer au gouvernement de la cité, droit qui est également un devoir. Seuls les citoyens athéniens peuvent être propriétaires fonciers, tandis qu'ils bénéficient d'une meilleure protection juridique. En plus de participer au gouvernement de sa cité, le citoyen athénien doit la défendre et participer aux cérémonies religieuses, une participation notamment financière. Pour Périclès, la démocratie athénienne est le meilleur système politique car il garantit l'égalité entre les citoyens qui participent au gouvernement de la cité, il valorise le mérite de chacun, il privilégie les intérêts de la majorité. Athènes devient une démocratie à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Les réformes de Solon permettent d'augmenter le nombre de citoyens et permettent la création du tribunal populaire de l'Héliée. À la fin du VIe siècle, les derniers tyrans sont chassés du pouvoir et Clisthène instaure en 508-507 avant Jésus-Christ de nouveaux principes politiques, c'est-à-dire l'égalité des droits entre tous les citoyens, la capacité de vote et la liberté de parole pour tous les citoyens. La démocratie athénienne repose sur trois principes. Une citoyenneté qui crée des obligations politiques, militaires et religieuses du citoyen vis-à-vis de sa cité. Ce dernier doit participer au gouvernement, défendre sa cité et participer aux cérémonies religieuses pour être reconnu et considéré comme citoyen par ses pairs. Le principe de la collégialité signifie que les décisions importantes doivent être prises à plusieurs. Les magistrats sont tirés au sort, ce qui permet de mobiliser tous les citoyens dans la gestion de la cité et d'éviter la mise en place d'un pouvoir centralisé entre les mains d'une seule personne. Pour éviter un retour de la tyrannie, la procédure de l'ostracisme permet l'exclusion temporaire ou définitive d'un citoyen de la cité. À cette occasion, les principes de la démocratie athénienne sont respectés grâce à un temps de parole égal entre les partisans et les opposants à l'ostracisme proposé et par un vote des citoyens présents. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le stratège Périclès a joué un rôle prépondérant à Athènes, il incarne l'apogée de la domination athénienne. Élu plus de 30 fois stratège, de 443 à 429 avant Jésus-Christ, il fait voter un nombre important de lois ayant permis d'enraciner la démocratie. Ainsi, en 451 avant Jésus-Christ, le corps civique est réduit. Désormais, pour devenir citoyen, il faut avoir un père citoyen et une mère fille de citoyen. À l'issue des guerres médiques, il achève la formation de l'empire maritime athénien en faisant transférer le trésor de la Ligue de Délos à Athènes et transforme l'alliance militaire, au départ égalitaire, en hégémonie maritime d'Athènes. Le trésor de la Ligue permet à Périclès de créer le mistos, une rémunération financière qui permet aux citoyens les plus pauvres de participer au gouvernement de la cité. Ainsi, un plus grand nombre de citoyens participent désormais à la vie démocratique. De plus, il embellit la cité par la reconstruction ou l'édification de monuments sur l'acropole. La démocratie est critiquée par certains citoyens qui acceptent mal qu'une majorité de citoyens pauvres et peu éduqués prennent les décisions ou mettent en accusation des adversaires politiques. On parle de démagogie. Ainsi, Périclès s'assure du soutien des citoyens les plus pauvres grâce au mistos, instauré d'abord à l'Ecclésia, puis à l'ensemble des activités liées à la citoyenneté. On parle de démocratie incomplète ou inégale, car seuls les hommes possèdent des droits politiques complets. Les femmes ne prennent pas part au gouvernement, mais elles participent à la vie religieuse et transmettent la citoyenneté. Les métèques et les esclaves sont exclus de la vie politique. Malgré la création du mistos, seuls les citoyens les plus riches peuvent consacrer du temps à la gestion des affaires de la cité. Ces citoyens, favorables à l'oligarchie et très critiques vis-à-vis de Périclès, renversent par 2 fois la démocratie, en 411 avant Jésus-Christ, puis en 404 avant Jésus-Christ.
Malgré des divergences de nature politique et de nombreux affrontements, les Grecs partagent une culture commune. Ils partagent tout d'abord une culture littéraire et historique commune fondée sur un alphabet et une langue commune. Ils sont à l'origine d'une littérature variée et sont les créateurs du théâtre, qui à l'origine est une célébration en l'honneur du dieu Dionysos. Ainsi, Sophocle est l'auteur de nombreuses tragédies, ayant participé à la naissance d'un genre littéraire particulier qui naît à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. De plus, les Grecs partagent une histoire commune racontée dans les poèmes homériques, l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade raconte l'affrontement entre les cités grecques et la cité de Troie. L'Odyssée raconte le retour du héros Ulysse à Ithaque après la fin de la guerre de Troie. Ainsi, les poèmes et les mythes grecs racontent une histoire commune à tous les Grecs. Les Grecs développent une nouvelle culture scientifique donnant naissance à la pensée grecque grâce au progrès de nombreuses sciences telles que la médecine. Ainsi, Hippocrate affirme la cause naturelle des maladies, mais également les progrès des mathématiques grâce aux travaux de Pythagore et d'Euclide. L'histoire progresse également grâce à Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire, mais également grâce à Thucydide, qui multiplie les sources d'informations pour faire émerger la vérité historique. Enfin, la philosophie progresse. La philosophie est une science qui s'appuie sur la raison pour comprendre l'homme et le monde, notamment grâce aux travaux de Platon, de Socrate et d'Aristote. Les Grecs partagent également une culture religieuse commune, qu'ils célèbrent dans de grands sanctuaires panhelléniques, comme à Olympie, où dès 776 avant Jésus-Christ, des Jeux olympiques sont organisés tous les 4 ans en l'honneur de Zeus. Ainsi, des rites communs à tous les Grecs sont célébrés dans des grands sanctuaires dont la connaissance est particulièrement précise grâce à l'étude de la frise des Panathénées d'Athènes. La civilisation grecque a influencé durablement la civilisation européenne grâce à l'existence d'une culture littéraire, historique, scientifique et religieuse commune, malgré les nombreuses dissensions politiques. Bien qu'Athènes soit la seule cité démocratique de l'Antiquité, et pour une durée finalement restreinte, le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce modèle politique, le plus égalitaire, qui a constitué un modèle politique en Europe. Cette culture commune est un puissant facteur d'unité. On l'observe durant les Jeux olympiques, lorsque la trêve sacrée, qui interrompt temporairement tout conflit, rappelle à tous les Grecs que les éléments faisant unité sont plus importants que les éléments les divisant. L'hymne de l'Union européenne, unie dans la diversité, est porteur de cet héritage. N'oublie pas de t'abonner.